C'est l'heure de l'information sur Eden TV. Merci pour la confiance renouvelée. Voici les titres. Le collectif des syndicats de la santé était en assemblée générale ce mardi à la Bourse du travail de Cotonou pour restituer à leur base les différentes conclusions issues de la rencontre entre le chef de l'État et les syndicats de la santé. Vous aurez la substance de ces échanges dans ce journal. Maxime Dacruz, ancien premier vice-recteur, est le nouveau recteur de l'université d'Abomey-Calavi. Quelles sont alors les attentes des étudiants de cette nouvelle équipe qui prendra les rênes de l'université d'Abomey-Calavi? Vous suivrez leurs souhaits. L'Union européenne est préoccupée par la situation au Zimbabwe et a appelé au dialogue. Vous suivrez dans cette édition la porte-parole. Voilà pour le sommaire. Bienvenue donc à toutes et à tous. Le chef de l'État, Patrice Talon, avait rencontré le collectif des syndicats de la santé le samedi 11 novembre dernier. Une rencontre d'échange, de clarification de certains points d'ombre, bref, une rencontre de vérité. Ce mardi, c'est le tour du collectif des syndicats de la santé de restituer à leur base les conclusions issues de leur rencontre avec le chef de l'État. La séance a eu lieu à la Bourse du travail de Cotonou. Carnot, François Humbere-Rintor et Fréjus Fiorci pour le point. Après la rencontre du chef de l'État avec le collectif des syndicats de la santé, le samedi 11 novembre dernier, à la présidence de la République, les agents grévistes ont eu droit ce mardi à une séance de restitution à la Bourse du travail à Cotonou de la part du collectif des syndicats de la santé du Sud et du Centre. Une séance qui vise deux objectifs. Premier, restituer aux travailleurs point par point tout ce qui a été dit avec le chef de l'État. Deuxièmement, écouter la base par rapport à la poursuite ou non des mouvements de grève. Nous devons retourner à la base et faire le point. Il revient à la base de nous dire ce que vous avez ramené permet d'aller dans tel ou tel autre sens. Et c'est cela qui a fait que jusqu'à ce matin, il y a beaucoup de tergiversations, beaucoup de gens qui pensent qu'on n'est pas béninois bon teint, ou bien que le fait d'avoir rencontré le chef de l'État n'a pas été un élément suffisant pour nous. Des gens qui n'ont pas compris dramatisent. Je voudrais profiter de l'occasion pour dire c'est comme ça que nous fonctionnons. Ça peut ne pas être le cas parfois. Dans le passé, nous avons décidé de respecter les règles du jeu. Et pour cela, désormais, il faut que les journalistes comprennent, même si on dépasse Talon et qu'on nous envoie être reçus par Macron ou bien, je ne sais pas, par Trump, on reviendra dire aux travailleurs ce qu'on nous a dit avant de décider de quoi que ce soit. Du soutien, ils en ont eu, en témoigne ce bref et riche passage de Kassam Mampo, le secrétaire général de la CSTB. Bravo pour avoir obligé Patrice Talon à négocier avec. Après environ 2 heures d'échange avec le base, il ressort ce qui suit. Donc nous avons tous entendu. Donc l'objectif, c'est de viser, de savoir d'abord où est le protocole, qu'est-ce qu'il y a dedans et signer. Et après ça, nous pourrons vous tenir informés de tout ce qu'il y a. Nous allons écouter aussi, avoir l'information des autres départements dans la journée sûrement. Ils vont finir tout à l'heure, nous allons les appeler. Et nous allons revenir et on va voir ce qu'il y a exactement. Le secteur de la santé étant un domaine sensible, il est impératif pour gouvernement et syndicats de trouver un terrain d'entente concernant la signature du protocole d'accord, une signature qui, selon les propos du porte-parole du collectif, sera effective les heures à venir. Et à propos des conclusions issues de cette rencontre du chef de l'État avec les syndicats de la santé, Fréjus Serroulan a recueilli les avis de certains citoyens béninois. Ils se sont prononcés. Suivez plutôt. Un travail important a été fait. Ils ont réussi à baliser le terrain et le chef de l'État, en bon père de famille, a pris donc la situation en main et a négocié avec les grévistes. Et la bonne information est sortie finalement. C'est la preuve que l'intervention, l'implication directe et personnelle du chef de l'État était nécessaire.
parce que là où les membres du gouvernement n'ont pas réussi à faire bouger les choses, le chef de l'État est arrivé là et a donc tissé sa corde à la corde des membres du gouvernement. Ceci étant, le chef de l'État a dit qu'il y aura relecture. C'est très important, comme ça le débat reste ouvert, contrairement à ce qui a été dit jusque-là. Et si la grève avait continué jusque-là, c'est parce que justement cette information n'était pas parvenue aux agents grévistes. Dès lors qu'ils ont rencontré le chef de l'État, je dis que c'est déjà un grand pas. D'abord, le chef de l'État est un homme de méthode. Il est un homme pragmatique. Et quand on le rencontre, c'est sûr qu'on doit démordre. Moi, je sais ça. Mais quand ils disent que leur première revendication, ce n'est pas forcément du côté de l'argent, je veux dire côté pécuniaire, moi je dis il y a eu une sorte d'hypocrisie à ce niveau. Bon, si c'est de des réformes qui réclament tout ce qu'ils sont en train de réclamer depuis lors, bon, ils sont dans leur droit. Mais les réformes si on va en profondeur, c'est du ressort du chef de l'État, parce que c'est lui le patron aujourd'hui. Mais c'est un homme ouvert au dialogue. Ils n'ont qu'à faire une diligence, c'est-à-dire proposer des choses concrètes pour ne pas encore végéter dans des situations de grève illimitées. Ou bien. Si la communication a pu passer, il y a 3 éléments. L'émetteur, le canal et puis le récepteur. Ça veut dire que l'émetteur a joué son rôle. Et puis le conducteur, dont nous parlons, le canal aussi, a bien transmis le message et puis le récepteur l'a bien accueilli. Maintenant que le chef de l'État continue dans la même lancée et que les propos qu'il a tenus, les engagements qu'il a pris, que cela soit traduit dans un premier temps dans le protocole d'accord qui sera bientôt signé, nous l'espérons, et que dans les actes, qu'il y ait un suivi afin que, à la longue, lorsque des situations comme ça se présenteront, que les grévistes, les agents qui sont en grève, quand même se disent allons à la table de négociation, parce qu'il ne sert à rien d'aller négocier et à la fin se voir flou et se retrouver dans une situation où on se dit on est floué. Je leur souhaite un bon vent, maintenant de penser au peuple béninois et de jouer pleinement le rôle du citoyen, parce qu'ils ont prêté un serment d'Hippocrate. Le jour qu'ils ont levé le doigt, c'est pour sauver la vie humaine. Les rapports sur les états financiers de 2 sociétés d'État, dont l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi, ANPE, révèlent 700 millions d'impayés et 32 millions de détournements. Des faits qui remontent en 2005. Eh bien, la nouvelle fait réagir les citoyens. On les écoute au micro de Fréjus Serron. En tant que citoyen patriote, soucieux du développement de ce pays, quand j'entends ces genres de choses, ça me révolte. Et ça m'éprouve. Ça me démontre que réellement, il y a problème de mauvaise gouvernance. On ne peut pas efficacement lutter contre la corruption sans quand même sévir. On doit punir. On doit punir. Et lorsque, ça c'est mon opinion, ça m'engage, lorsque nous, défenseurs de la République, bâtisseurs de la République, nous remarquons qu'il y a une justice sélective, là il y a problème. Il faudrait que le droit soit appliqué équitablement à tous les citoyens. Mais ceux qui détournent bien le milliard, là, c'est ceux-là qui sont célébrés. Et c'est ceux qui volent le mouton ou bien qui doivent 200 000, c'est ceux-là qu'on jette dans la prison. En tant que citoyen, on voit qu'il y a, surtout au Bénin, la majorité des personnes, surtout nous jeunes, on n'a pas d'emploi et on se démerde dedans. Et si on apprend une telle chose, vraiment c'est un peu décourageant et ça ne nous avantage pas, parce que si ces sous-là étaient réservés pour quelque chose, pour créer des emplois pour nous jeunes, c'est une bonne chose. Si aujourd'hui on parle des cas de vol, bien de choses là, de braquage aujourd'hui, c'est parce qu'il n'y a pas de travail. Alors qu'avec ces sous-là, on peut créer quelque chose pour engager nous jeunes à travailler. C'est un peu désolant que c'est au niveau de l'agence de l'emploi que ça s'est produit. C'est un peu choquant. Et ça nous décourage vraiment nous jeunes. Je vais remercier le gouvernement pour ce travail qu'il a
entamé depuis 2016. Depuis son arrivée, il a su, il a su initier beaucoup de choses dans ce sens. Il a su initier, il a su mettre en place des enquêtes pouvant déceler, pouvant découvrir ces gens-là. Je pense qu'il est temps de mettre fin à la kleptocratie, la corruption au niveau de l'État. Il est temps qu'on mette fin à ça. C'est pitoyable parce que nous, en tant que jeunes, nous avons des diplômes, on cherche d'emploi et au même moment, des individus, des groupuscules s'accaparent des biens de l'État. C'est pitoyable. Je pense qu'il faut que le gouvernement talon tape du poing sur la table, qu'il fonce encore, d'accord, que les coupables puissent être appréhendés et punis à jamais. Ils étaient heureux, les artistes, d'avoir un département ministériel uniquement dédié à eux seuls, mais à l'avènement du régime de la rupture, ce sentiment de bonheur n'a été que de courte durée et pour cause, le chef de l'État a fusionné le ministère de la Culture et du Tourisme à celui des Sports lors de l'annonce de son second gouvernement. Un retour en arrière selon certains observateurs qui laisse les sentiments mitigés au sein du monde culturel et touristique. Frégis Serlan pour cette analyse. Du premier remaniement ministériel de Patrice Talon opéré le 27 octobre 2017, c'est Oswald Omeki qui en a gardé le plus beau sourire. En plus de son ancien portefeuille des sports, il s'est vu confier celui de la culture et du tourisme. C'est un véritable challenge pour le nouveau ministre. Un défi que l'homme entend relever. C'est d'ailleurs ici, à la Fondation Zinsou, qui fait la promotion de l'art contemporain africain, que le désormais ministre de la Culture a effectué sa première visite officielle le 4 novembre à l'occasion d'une exposition. Une démarche qui rassure. Il est venu et il est resté avec nous vraiment longtemps. Il a discuté, il a parlé et du coup on a été très rassurés par le fait qu'il prenne le temps de venir, qu'il écoute, qu'il dialogue, qu'il parle des enjeux culturels du pays. Ça nous a donné confiance dans son action. Et très tôt, un changement est noté comparativement à l'ancienne administration. Il y avait un ministre de la Culture qui n'est jamais venu, en tout cas chez nous. Et comme la plupart des acteurs culturels, je ne peux pas dire que son passage au ministère de la Culture ait marqué les esprits, parce que je ne peux pas vous citer de tête une seule action qu'il aurait faite. Il ne se passait rien. Donc le nouveau ministre, effectivement, reçoit un double ministère, qui est quasiment un quadruple ministère. Et du coup, la première action qu'il fait, c'est de venir parler, de venir dire, voilà, j'ai envie de comprendre, j'ai besoin de comprendre comment je vous accompagne. Alors forcément, si vous voulez, pour nous, ça fait une différence radicale. Donc, évidemment, c'est toujours mieux quand un ministre peut se consacrer pleinement à la culture ou au tourisme. Mais en l'occurrence, dans notre cas, il faut bien admettre que pour l'instant, les effets sont positifs. Du côté du tourisme, on croit aussi au talent du jeune super ministre. Tout sera dans la mise en œuvre. Tout est question d'organisation. Et si tout se fait dans l'organisation, tout s'organise très bien, ça va pouvoir se faire normalement. Et puis c'est des hommes qui travaillent, c'est pas le ministre à lui seul qui travaille. Les cadres sont là, les départements sont là, les directions sont là. Ça devrait pouvoir aller normalement. Et l'homme en lui-même a déjà fait quelque peu ses preuves. Il est jeune comme nous, il est dynamique, il a montré combien de fois il avait envie de réussir, il y a la fougue de la jeunesse qui est en lui. Et moi, je veux bien lui faire confiance. Mais cet énième jumelage de ces différents départements n'est pas du goût de tout le monde. Pour moi, ce n'est pas très évident qu'on puisse réussir à faire émerger dans ce type de jumelage la culture, le tourisme et en même temps le sport. En unité de valeur, c'était déjà compliqué. Monsieur Oswald Omeki est-il déjà parvenu à régler tous les problèmes qui sont liés au secteur des sports avant qu'on ne lui donne la nouvelle charge des arts? Et en plus des arts et culture, on lui dit qu'avec tout ça, il y a le tourisme. Ça ressemble à un piège pour lui et pour nous les artistes. Ça ressemble encore à un piège pour même les acteurs sportifs. Et pour moi, c'est que la conséquence tout de suite, c'est que ce monsieur veuille régler tous les problèmes. Il est assez dynamique, qu'il veuille régler tous les problèmes et qu'au final, qu'il ne puisse pas en résoudre un seul. Du coup, les propositions ne manquent pas. Qu'on accorde autant d'importance aussi bien au sport qu'au tourisme et à la culture. Il est évident que ce ne sera pas facile, mais ce n'est pas impossible.
pour que véritablement le Bénin puisse briller au-delà des frontières, notre tourisme puisse véritablement faire parler de lui. Qu'il oublie toute l'euphorie de la promotion, qu'il s'asseye, qu'il définisse un cahier de charges. Et pour moi, un cahier de charges répond à des questions de quels sont les problèmes qui s'imposent à nous, je les règle, et quelles sont les nouveautés que j'ai envie d'impliquer pour que demain, on puisse dire telle personne a amené une telle valeur. Tous les sujets sont urgents. J'ai envie de dire, le patrimoine, c'est peut-être ce qu'il y a de plus urgent parce que c'est ce qui se détruit, c'est ce qui disparaît. Le patrimoine, une fois qu'il aura disparu, qu'est-ce qu'on va garder de notre histoire? Allons du côté de l'université d'Abomey-Calavi qui a élu depuis peu son nouveau recteur. Maxime Dacruz, premier vice-recteur sous Brice Saint-Saint, est élu recteur de l'université d'Abomey-Calavi. Quelles sont alors les attentes des étudiants de cette nouvelle équipe rectorale? Suivez-les au micro de Carnot François, Ongbele Hintor et Romaric Tevouché. Les frais de l'inscription n'étaient pas aussi élevés en tant que tels. Mais cette année, nous venons de constater que c'est monté jusqu'à 25 000 francs ou bien, n'est-ce pas? Jusqu'à 25 000 francs. Maintenant que nous avons un nouveau recteur, nous allons bien lui demander d'aller revoir les autorités pour que les négociations soient faites à ce niveau-là. Et aussi, nous allons lui demander de bien vouloir participer à la bonne condition de vie des étudiants sur le campus. Il faudrait que les amphis soient en nombre pour que les étudiants ne se perdent pas trop. Tel jour, on dit on a cours dans cet amphi et on se promène en vain. Et on se retrouve sans amphi là. Nous allons lui demander de dire quelque chose, de faire quelque chose par rapport à ce niveau-là. Bon, d'abord, j'aimerais que la nouvelle équipe prenne en charge le problème de déplacement. Parce que nous les étudiants, nous avons beaucoup de mal à venir sur le campus. Tu te réveilles à 5h, à 4h, mais d'abord trouver le bus ou bien attendre le bus, c'est un problème. Donc si on peut avoir plus de bus à notre disposition, là on ne serait plus entassés comme des moutons dans les bus. Là chacun aura une place fixe et puis le déplacement serait free quoi, c'est ça. Bon, par rapport aux frais d'inscription, c'est une bonne initiative selon moi. Déjà ça va annuler ou bien ça va freiner les doubles inscriptions. Là ça va permettre aux gens qui veulent vraiment étudier de se donner à fond. Puisque tu vois une seule personne faire cours dans 4 facultés, ça c'est du désordre. Donc il faut savoir pourquoi tu es là. Donc d'abord, le problème de frais d'inscription là, on n'a même pas le droit de contester ça. On doit accepter. Et puis moi, j'incite même le recteur à augmenter le prix. Je les invite à faire plus mieux que le passé. Parce que le professeur Dacruz était un membre de l'équipe passante. Donc nous l'invitons, nous les exhortons, nous étudiants, nous les exhortons à faire plus mieux que l'équipe passée, pour améliorer la condition d'études au niveau des étudiants parce qu'il n'y a pas d'amphi, on est entassé dans les amphis, le nombre est vraiment dépassé alors que nous sommes dans le système LMD. Il faut améliorer les conditions pour qu'à la fin, nous soyons bien formés. La condition de composition à l'université d'Abomey-Calavi est difficile. Là, je les exhorte aussi à penser à comment faire pour la nouvelle construction des amphithéâtres pour prochainement, nous ayons des places pour composer. Parce que d'autres composent même dans la forêt ici. Je me rappelle qu'en 2014, les camarades ont composé dans la forêt ici. Donc je les invite à construire des nouveaux amphis pour nous parce que l'effectif s'accroît de temps à autre. Rencontre de taille ce mercredi à Bonn. Le président français et la chancelière allemande Angela Merkel sont à Bonn ce mercredi où se tient la COP23. Dans son discours, le président français Emmanuel Macron s'est présenté comme le nouveau chef de file dans la lutte contre le réchauffement climatique. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Rencontre des maires ce lundi dans le cadre de la Convention des maires. Présent à cette rencontre, 2 maires venus du Bénin, Louis Katrokpo de Boïcon et Chalmaï Ronfort, maire de Semepodi. Et cette séance a permis aux maires de présenter les actions menées dans leurs différentes localités, surtout en termes de sensibilisation des populations aux effets néfastes des changements climatiques et les dispositions d'adaptation prises. Retour sur cette rencontre avec Antoinette Sagbo, présente à Borne. Venus de différentes communes, les maires signataires de la Convention des maires engagés pour le climat et l'énergie ont pris part ce lundi 13 novembre 2017 à une rencontre qui entre dans le cadre de la mise en œuvre de la planification intégrée sur le climat.
Pour le compte du Bénin, on note la présence de Luc Atrokbo, maire de la commune de Boïkon, président de l'Association des communes du Bénin, ANCB, et son collègue de Semekpodi Charlemagne Renfort, secrétaire général de l'ANCB. Pour le président de l'ANCB, le transfert des ressources financières par l'État central aux élus locaux va permettre à intensifier les actions pour réduire les émissions du dioxyde de carbone. Pour les expériences qui ont été faites au niveau de Planèse ont été saluées par tous ceux qui sont membres de la Convention des maires. Notre message est unique. Il faut que nous passions de l'étape des discours à l'étape des actions. Si nous voulons réussir à juguler ce que nous pourrons appeler à juste titre fléau aujourd'hui, il faut que nous travaillions à ce que les moyens soient mis à disposition, que les moyens soient mis dans du concret. Quant au maire de Semekpodi Charlemagne Renfort, il partage les mêmes motivations. Il y a peut-être une vingtaine d'années, pour des gens qui savaient que du lac à la mer, il y avait peut-être une dizaine de kilomètres et qui se lèvent et qui constatent aujourd'hui que c'est à moins de 2 kilomètres. Donc il faut aujourd'hui et tout de suite agir. Deuxième chose, quels sont les types de moyens qu'il faut mettre ensemble avec les autres pays parce que nous ne pouvons pas vivre en autarcie et réussir donc à épargner de nous donc ce danger qui est un danger planétaire. Vous allez constater que pour le cas de chez nous par exemple, la désertification est liée à un certain nombre de phénomènes qui constituent un danger pour nous aujourd'hui. Donc il faut partager d'abord l'expérience des autres et voir par rapport à ce que nous-mêmes nous faisons chez nous ou intégrer dans un programme global. Cette rencontre entre les maires a été une opportunité de partage d'expériences quant aux efforts menés au niveau local pour lutter contre le changement climatique. Et puis nous avons créé le premier centre Info-Énergie au Maroc. Et là, ce centre Info-Énergie qui donne des informations et des conseils pratiques pour les citoyens et pour les petites et moyennes entreprises. 5000 personnes ont bénéficié des conseils, donc des familles. Et ça, c'est important pour une ville intermédiaire au Maroc, en Afrique. Et là, nous avons équipé des bâtiments avec l'énergie solaire, photovoltaïque, le thermosolaire. Nous sommes en train maintenant de lancer un partenariat privé-public pour l'éclairage public, un smart lighting public. Cette rencontre entre les maires a été une opportunité de partage d'expériences quant aux efforts menés au niveau local pour lutter contre le changement climatique. Des échanges de tirs nourris ont été entendus dans la nuit de mardi à mercredi près de la résidence privée de Robert Mugabe dans la capitale Harare, a rapporté sous couvert d'anonymat à l'agence France Presse un témoin résidant dans le quartier de Borodal. L'armée a pris position ce mercredi dans les rues de la capitale du Zimbabwe lors d'une opération destinée, selon elle, à éliminer des criminels de l'entourage du président Robert Mugabe qui règne d'une main de fer sur le pays depuis 1980. Des véhicules blindés barraient dans la matinée les accès au Parlement, au siège du parti au pouvoir et au bureau dans lesquels le chef de l'État réunit ses ministres, généralement, a constaté un journaliste de l'AFP. Quelques heures plus tôt, un officier supérieur a annoncé à la télévision nationale que l'armée était intervenue comme des criminels de l'entourage de M. Mugabe, mais démenti toute tentative de coup d'État. Suivons ici ses propos. Des criminels autour du président Mugabe commettent des crimes qui causent des souffrances économiques et sociales dans le pays et ils doivent être amenés devant la justice. Dès que nous aurons accompli notre mission, nous nous attendons à ce que la situation redevienne normale. Aux fonctionnaires, comme vous le savez, il existe un plan par les mêmes individus pour influencer la purge en cours au sein de la sphère politique.
Il faut signaler que selon Jeune Afrique, le président Robert Mugabe a affirmé à son homologue sud-africain être détenu, donc assigné à résidence. L'Union européenne est préoccupée par la situation au Zimbabwe et a appelé au dialogue. Suivez ici la porte-parole de la Commission européenne. En effet, nous avons observé les développements récents et leurs conséquences, y compris en ce qui concerne les forces de sécurité du pays. Ceci est préoccupant pour l'Union européenne. Nous suivons de très près ce qui se passe sur le terrain, soulignant que les droits fondamentaux de tous les citoyens doivent être respectés et que l'ordre constitutionnel et la gouvernance démocratique doivent être respectés. Nous appelons toutes les parties concernées à passer de la confrontation au dialogue avec pour objectif une résolution pacifique. Avant de clôturer cette édition, allons en Afrique du Sud où le mode pour la bière artisanale a mis du temps à toucher l'Afrique du Sud. Mais les brasseurs locaux sont de plus en plus nombreux et ils vivent désormais le marché international. Reportage. Lucas Touli a réalisé l'un de ses rêves, fonder sa brasserie Zwakala dans les collines du Limpopo. Il se concentre désormais sur ses ambitions, exporter sa bière artisanale au-delà des frontières de l'Afrique du Sud. Le pays accuse un certain retard à l'international, mais le jeune brasseur ne se laisse pas décourager. Nous utilisons l'une des meilleures eaux d'Afrique du Sud et nous brassons l'une des meilleures bières du pays. Zwakala, ça veut dire rapprochez-vous. C'est ce que nous disons aux gens. Rapprochez-vous, apprenez à vous connaître. Zwakala doit bientôt signer un gros contrat aux États-Unis et prévoit de s'exporter au Zimbabwe et en Chine. Les bières artisanales représentent à peine 3% des ventes en Afrique du Sud, mais le secteur est en pleine croissance avec près de 200 petites brasseries à travers le pays. ACB est l'une des plus emblématiques installée dans l'aéroport de Johannesburg. Ici aussi, on cherche de nouvelles saveurs. C'est ce qui a conquis Pumelelo Marali, ancien barista devenu maître brasseur. Ce que je préfère dans mon travail, c'est la possibilité d'essayer de nouvelles choses, d'innover et surtout d'être une sorte d'artiste. Le marché sud-africain est largement dominé par SAB, South Africa Brewers. Leurs bières blondes abordables plaisent autant aux habitants des townships qu'aux consommateurs plus aisés. Mais le géant industriel essaye lui aussi de s'inviter dans la niche artisanale. Nos bières sont assez originales pour se démarquer. Elles ont assez de goût pour plaire aux amateurs de bières artisanales et pour les novices, c'est une bonne entrée en matière. Contrairement au vin, les bières sud-africaines ne jouissent pas encore d'une reconnaissance à l'international, mais pour s'en sortir, les petits producteurs doivent d'abord séduire la classe moyenne de leur pays. C'est ici que se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi.